Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Un très bon week-end aussi à vous tous. Voici tout de suite les titres de ce dernier jour du mois de l'année, ce jeudi 31 décembre 2015. Le procureur de la République a fait ce matin le point sur les violences du 21 décembre dernier à Bouldora. Et en Syrie, les forces syriennes progressent vers la ville de Deraa. Très heureuse de vous retrouver. Très bonne fête à vous tous, très bon week-end à vous tous et merci de votre fidélité sur Télé Djibouti. Une semaine après les violences de Bouldora, le procureur de la République, M. Maki Abdelkader, a tenu ce matin une conférence de presse, au cours de laquelle il a fait le point sur l'état d'avancement de l'enquête. Le procureur de la République a déclaré dans cette conférence de presse que la poursuite judiciaire sera engagée à l'encontre des diffamateurs et ceux qui propagent des fausses informations. Écoutons un premier extrait du procureur de la République. Le parquet de Djibouti s'était engagé par ma voix à vous informer des suites des traitements judiciaires des émeutes du 21 décembre 2015. Cette information doit avoir toujours lieu dans le respect des questions de sécurité et de confidentialité des enquêtes et du secret de l'instruction, bien entendu. Et mon intervention de ce matin m'a semblé également une nécessité face à l'ampleur des entreprises de désinformation qui peuvent avoir divers desseins, mais qui ont définitivement pour conséquence de porter gravement atteinte à l'action de la justice. Je souhaite vous informer ce matin de celle que mon parquet vient d'engager contre l'individu répondant au nom de Omar Ali Iwado. Omar Ali Iwado est un homme de 56 ans, natif de Randa, enseignant de son État. Il est aussi le président d'une organisation connue sous le sigle LDDH, pour Ligue djiboutienne des droits humains. Celui-ci est l'auteur d'un communiqué de presse datant du 26 décembre dernier, dans lequel il affirme avoir mené une enquête auprès des familles des victimes, avant de dresser quelques lignes après, dans son communiqué, la liste des personnes assurément, selon lui, mortes, blessées, disparues ou encore emprisonnées. Avec les inquiétudes et réactions que ces affirmations ont pu susciter, tant sur le plan national que sur la scène internationale. Alors, toutes ces personnes physiques et morales, qu'un acte dont la rédaction elle-même indique le manque de sérieux et le dessein véritable, toutes ces personnes que cet acte exhorte aux diatribes que vous connaissez. D'ailleurs, diatribes dont certaines sont des appels au meurtre. Dans ce contexte, les affirmations de Omar Ali Iwado, et lors de sa présentation ce matin au parquet, il reconnaît qu'il n'a pas procédé à une enquête. Il reconnaît qu'il n'a pas rendu visite aux familles de victimes comme écrit dans son communiqué. Et enfin, il dit tenir ces informations de 3 membres de son organisation. 3 personnes dont il dit même ignorer les identités, seulement les prénoms, Abdelaziz, Hussein et Arab, qu'il nous dit. Et à l'enquêteur qui s'étonne de sa crédulité, il répond, Abdelaziz, Hussein et Arab sont des religieux que je ne pouvais pas soupçonner de me fournir des informations mensongères. Il dit exactement, ce sont des religieux. Je ne pensais pas qu'ils allaient me transmettre des informations, des fausses informations. Omar Ali Iwado est poursuivi donc depuis ce matin des chefs de diffamation publique prévus à l'article 425 du Code pénal et puni par l'article 426 du même Code. Il est poursuivi également d'entrave à l'exercice de la justice de l'article 420 du Code pénal et il est placé en détention préventive et il comparaîtra devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance le dimanche 3 janvier prochain. Et dans une seconde partie, le procureur de la République, M. Maki Abdelkader, a mis en garde aux personnes mal intentionnées qui incitent, a-t-il dit, les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou encore à s'armer les uns contre les autres. Écoutons de nouveau le procureur de la République. Enfin, je terminerai ce propos par une mise en garde. Une mise en garde sur la réalité de certains agissements. Il s'agit d'agissements délictueux
que les enquêteurs, mais aussi mes collaborateurs et moi-même avons constaté, relevé en marge de cette affaire. Et ce sont les agissements qui sont les faits de personnes qui, au prétexte d'un droit à communication, information ou de l'exercice d'une liberté d'expression, commettent, ils posent de prétendues certitudes, des affirmations qui emportent elles aussi qualification pénale. Il s'agit par moments aussi d'infractions constitutives d'outrage, d'offense, de violence et de voies de fait envers des personnes dépositaires de l'autorité et de la considération publique. Ils feront, je vous l'assure, l'objet de poursuites pénales. Et cela qu'il soit le fait de personnes protégées ou non. Et autre nouvelle du pays dans ce 15 heures, c'est le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ali Hassan Bahdon, qui a reçu ce matin en visite d'adieu l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, M. Suleiman Dedefo. Cette visite d'adieu marquait la fin du service de l'ambassadeur à Djibouti et sa mission à Djibouti a été qualifiée par le ministre de la Télécommunication de fructueuse. L'ambassadeur a chaleureusement remercié les autorités djiboutiennes et surtout le ministre de la Télécommunication pour son soutien et son appui indéfectible dans la relation bilatérale entre nos deux pays frères et amis, a-t-il exprimé en substance. Il a exprimé avec émotion que je quitte à Djibouti, a-t-il dit avec fierté et sens d'accomplissement de mission à Djibouti. Il a souhaité les meilleurs et le plein succès dans la relation de fraternité entre nos deux pays et le même succès pour son successeur qui va prendre sans doute prochainement sa fonction. Pour sa part, le ministre de la Télécommunication, M. Ali Hassan Bahdon, a vivement remercié l'ambassadeur pour son immense travail accompli et pour la consolidation de relations entre les deux pays. Il a rappelé les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays et il a rajouté l'interdépendance économique. Il a plaidé pour le renforcement de relations économiques, sociales et culturelles. Il a conclu en mentionnant l'excellente relation de la coopération profondément enracinée entre les deux nations sœurs. À l'approche d'une nouvelle année 2016, des nombreux départements ministériels font le bilan de leur activité effectuée durant l'année qui s'achève. C'est ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, s'est félicité des résultats de la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique COP21 qui s'était tenue récemment à Paris. Il a confié ses sentiments au micro de notre collègue Hamza Mohamed. Un grand sommet vient d'être achevé et auquel nous avons participé. Mon avis personnel sur la réussite ou l'échec de ce grand sommet, à l'instar des autres pays que vous avez vus, compte tenu des taux de participation des chefs d'État, qui est de 150 sur 195, je suis convaincu que donc le sommet a été une réussite. Qu'est-ce qui est prévu dans l'accord de Paris dans le domaine de l'atténuation, monsieur le ministre? Bon, l'atténuation, c'est un des points importants de l'accord recherché, qui est un accord universel contraignant. Donc, en termes d'atténuation, le but qui est recherché était d'arriver avant tout à 2 degrés Celsius, donc au niveau planétaire, plafonner l'émission. Pour cela, il faut plafonner l'émission des gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Ce qui est un point qui a été retenu dans l'accord. Ce point, il y a eu un consensus, un accord sur le plafonnement de l'émission de gaz à effet de serre et pour obtenir des degrés qui pourraient éventuellement être réduits à 1,5 degré. Le deuxième point, pour arriver à ça, les pays développés doivent montrer l'exemple dans l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et les pays en voie de développement
doivent contribuer à cet effort en fonction de leurs capacités. Et ces deux points sont très importants, donc les engagements des pays développés et les engagements des pays à voie de développement. Et il a été aussi question, donc retenu parmi les questions qui ont donc essentielles, il était question de réviser les contributions nationales tous les 5 ans. Et toujours dans l'actualité nationale dans cette édition, c'est le ministre de la Santé, Dr Qasim Issa Ousmane, qui a tenu ce matin dans son bureau une réunion avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Il a par la suite ordonné aux membres du Conseil de l'Ordre des médecins la mise en place des nouvelles instructions relatives à l'inscription au Conseil de l'Ordre de tous les médecins nationaux et étrangers exerçant en République de Djibouti, l'acquittement d'une cotisation, la priorité des recrutements aux médecins et paramédicaux sortis de la faculté de médecine et de l'ISSS, prise des mesures exemplaires à l'encontre des personnels médicaux dont l'action est contraire à la déontologie, allant de leur interdiction temporaire de leur activité jusqu'à leur radiation. Il a rappelé aux membres du Conseil de l'Ordre que le bon fonctionnement du Conseil doit respecter toutes ces directives et cela dès le début de la nouvelle année 2016. Le département de la santé sera présenté et renforcera le Conseil dans son application. Et autre nouvelle du pays, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a reçu ce matin dans son bureau l'état-major général des armées le nouveau ambassadeur d'Égypte accrédité à Djibouti, Ahmed Adel Subhi. Ont assisté à cette entrevue le général Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, le colonel Mohamed Al-Amin, conseiller chargé de la sécurité au sein de l'ambassade d'Égypte, ainsi que le directeur du département de relations internationales des forces armées djiboutiennes, le capitaine Ibrahim Zakaria Cheikh et le capitaine Hassan Youssouf Doualé en charge de relations avec les pays arabes. Cette visite de courtoisie du nouvel ambassadeur d'Égypte au général Zakaria témoigne de l'excellence de relations existantes entre les deux pays frères, notamment dans le domaine de la coopération militaire. Cette coopération s'est révigorée. Elle a été souhaitée et défendue par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Les deux responsables ont évoqué les voies et moyens de resserrer ces liens et se sont prononcés également pour le renforcement de la sécurité en mer Rouge et la lutte anti-terroriste. Les responsables du centre de développement communautaire du quartier 3 ont organisé hier matin une cérémonie de remise de récompenses au profit des jeunes vainqueurs du concours de récitation du Saint-Coran. En effet, des cours d'apprentissage des versets du Coran ont été précédés ce concours qui s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote destiné aux jeunes afin de leur permettre de s'instruire et de comprendre les vraies valeurs de l'islam. Près de 100 jeunes de moins de 15 ans ont pris part au concours. Donc hier matin, des récompenses ont été attribuées aux 3 vainqueurs de ce concours. Ont assisté à cette cérémonie de remise de prix le chef de service chargé du service de suivi des activités dans le CDC, les professeurs de langue arabe et du Coran, les représentants des CDC. Vous aurez les images de cette information dans nos prochaines éditions. Et une page nécrologie avant de passer dans l'actualité internationale. Nous avons appris avec regret et tristesse le décès de feu Mounira Abdou Mohamed, tante maternelle de notre collègue Amin Roble, technicien au centre de Dourale. La défunte a laissé derrière elle 7 enfants et 5 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité à l'étranger maintenant, je vous l'annoncer dans les titres. Des nouvelles positions dans la région, l'armée irakienne, donc l'armée syrienne plutôt, progresse vers la ville de Dera, où de nouvelles positions dans cette région de Dera ont été prises par les forces plutôt de l'opposition syrienne armée, ont de nouveau reconquis d'importantes positions aux alentours de la base stratégique du 82e régiment, près de la ville de Cher Miskin, lieu stratégique dans la région de Dera. Les explications dans ce reportage. Des durs combats ont eu lieu dans ce secteur contraignant les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés des milices chiites iraniennes, irakiennes et les combattants du Hezbollah libanais au repli. Les forces rebelles syriennes sont par ailleurs parvenues à occuper des secteurs situés au nord-est de la ville, coupant ainsi la route Damas-Dera et les soutiens logistiques aux troupes gouvernementales et leurs alliés.
L'intensité des combats font que des positions sont tour à tour reconquises puis perdues par les belligérants. Les forces syriennes, dans leur contre-attaque, bénéficient de l'appui des bombardements aériens russes. Les rebelles ont fait état d'une centaine de frappes en l'espace de 48 heures. Chermaskin revêt une importance stratégique car cette localité est située sur la route qui relie la capitale Damas à la frontière avec la Jordanie. À Kameshli, dans le nord du pays, 9 personnes ont trouvé la mort et 29 autres ont été blessées dans 3 explosions. Partout en Syrie, des milliers de civils sont toujours pris au piège de ces conflits. Des échanges se produisent parfois pour l'évacuation des civils et des blessés des villes assiégées. Ces réfugiés arrivent de la province d'Idlib, au nord de la Syrie, où quelques 400 civils et combattants blessés ont pu être évacués vers Damas, en passant par la Turquie et le Liban. Parlons à présent de climat, où le pôle Nord se réchauffe plus vite en raison d'El Niño, un phénomène climatique qui perturbe la circulation des courants marins et atmosphériques. Écoutons les explications également dans ce commentaire. Des températures qui flirtent avec zéro, la douceur planétaire de ce début d'hiver n'épargne pas le nord. En cause, El Niño, un phénomène climatique qui perturbe la circulation des courants marins et atmosphériques entre les pôles et l'équateur. L'air chaud remonte vers le nord jusqu'au Spitzberg et ensuite il contourne le Groenland par le nord et arrive au pôle nord, explique Jesper Telgrad, météorologue danois. Il n'y a pas de mesure précise des températures au pôle nord. Ce mercredi, les services météo norvégiens estimaient qu'il faisait moins 4 degrés Celsius contre moins 30 en moyenne à cette époque de l'année. Rien d'inquiétant tant que le phénomène reste exceptionnel. Sur le long terme, explique Dorte Daliansen, professeur à l'Institut danois Nielsborg, quand il fait chaud en surface, la glace se transforme en eau. Et quand elle regèle, toute la couche ne se réforme pas l'hiver suivant. La glace n'est pas aussi épaisse. Combiné au réchauffement climatique induit par les émissions de gaz à effet de serre, El Niño pourrait bien faire de l'année 2015 la plus chaude depuis 1880, année des premières relevées. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est la minute des focus de Nagat Fouad-Saïd. Et nous revenons ensemble. Nagat Fouad-Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Nagat. Bonjour Choukri. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous allons démarrer notre focus, commencer notre focus avec l'actualité internationale, Nagat. Alors effectivement, suite à l'enquête qui a été menée en Belgique, une deuxième personne a été encore une fois inculpée en Belgique pour l'assassinat terroriste et placée en fait sous détention. D'autres suspects, les autorités belges ont inculpé une deuxième personne dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Ayoub B, un belge âgé de 22 ans, a été interpellé mercredi 30 décembre au moment d'une perquisition dans la commune bruxelloise. Il a en fait été inculpé pour l'assassinat de terroristes et participation aux activités du groupe terroriste, a annoncé ce matin le porte-parole belge. Une dizaine de téléphones portables en cours d'examen a été saisie au cours de la perquisition qui a eu lieu, selon les médias belges, de la même maison qui a été déjà fouillée 3 fois après les attentats de 13 novembre 2015. Le quotidien Let's News a rapporté aujourd'hui que la maison appartenait à la famille de Abdeslam qui a été arrêté en France pour les attentats de Paris. Le 13 novembre dernier. Voilà. Et pour les actualités sportives. Voilà. Le bleu ne va pas bouger, sauf si ils espèrent retrouver l'équipe de France. Donc le mois précédent, la grande compétition internationale, l'heure n'est pas en fait vraiment pour le changement, ont-ils déclaré. C'était déjà le cas cet été, mais encore plus cet hiver pour les joueurs installés en équipe de France et qui sont bien en place pour leur club. La stabilité est le privilège pour ne pas mettre de danger à quelques mois de l'Euro 2016. Nombre d'internationaux tricolores sont dans cette situation. Les principaux protégés de Didier Deschamps n'ont pas besoin de changer d'air pour se mettre en avant et trouver de temps de jeu. Donc pour certains, leur nom va bien sûr en fait circuler inévitablement quand une fenêtre de transfert s'ouvrira. On pense notamment que Atlem Ben Arfa ou encore Antoine
qui attisent les convoitises en Europe. Mais il est difficile de voir impensable de les imaginer troquer leur tunique pour le moment et changer d'équipe. Ça va de soi. Et nous clôturons ce dernier focus de l'année, Negad, avec l'insolite. Voilà, l'insolite de l'année. Pas de chance pour les 200 passagers du vol Bombay-Londres aujourd'hui, soupçonnant de présence d'un rat à bord de l'un de ces avions. Donc la compagnie Air India a demandé à l'équipage de faire demi-tour. C'est pourtant en fait si petit, un rat avait été aperçu dans la cabine d'un avion entre Bombay et Londres, a déclaré aujourd'hui la compagnie aérienne Air India. Bien que la présence de l'indésirable rongeur n'a pas en fait été confirmée, la compagnie a préféré demander à l'équipage de faire demi-tour après 3 heures de vol. Pour justifier ce changement de trajectoire, Air India invoque la sécurité de 225 passagers, considérant les dégâts qu'un tel créature pourrait causer au système électrique de l'appareil. Oui, ils n'ont pas tort également. Merci Negad sur ces précisions. Je te souhaite également une bonne année, Negad. Une bonne année également à tous les Djiboutiens partout où ils sont, bien sûr. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne année, très bon week-end. Portez-vous bien. Et je vous retrouve samedi, Inch'Allah. Bye bye, bonne fête.